Rodéo urbain, rave party, protoxyde d'azote, extension de la vidéosurveillance, nouveaux pouvoirs pour les agents de sécurité, le projet de loi riposte promet une réponse pénale plus rapide et plus ferme. Mais jusqu'où peut-on durcir l'arsenal législatif sans fragiliser l'équilibre des libertés? Aujourd'hui, nous recevons Lauriane Josande, sénatrice Les Républicains des Pyrénées-Orientales et rapporteure du texte au Sénat. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonjour Madame la sénatrice et merci d'avoir répondu présent pour cet entretien. Vous êtes là aujourd'hui pour parler du projet de loi riposte dont vous êtes la rapporteure au Sénat. Cette évolution législative présentée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est intitulée « Riposte pour réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais faire une petite présentation de votre parcours professionnel et politique. Donc, vous avez un profil de juriste en droit public et depuis 2014 et votre retour dans les Pyrénées-Orientales, vous avez occupé plusieurs fonctions dans notre département, l'association des maires ou la communauté urbaine de Perpignan, entre autres. Et en 2017, vous êtes élue suppléante du sénateur François Calvet. En septembre 2023, vous avez été élue sénatrice des Pyrénées-Orientales et vous étiez d'ailleurs la première femme, je précise, élue à ce poste dans le département. Politiquement, vous êtes membre du parti Les Républicains et soutien actif de son président Bruno Retailleau. En raison de votre présence en commission des lois et de votre connaissance des sujets de justice, police et sécurité intérieure, vous avez été désigné rapporteur pour ce projet de loi. C'est bien ça? Tout à fait. Avant de nous lancer sur les détails du projet de loi riposte, je vais juste rappeler une des missions des sénateurs et sénatrices. Au-delà du rôle législatif au Palais du Luxembourg, vous êtes, comme votre collègue, le second sénateur des Pyrénées-Orientales, Jean Sol, la voix des collectivités locales au Parlement. En clair, vous portez la parole des maires et autres élus locaux. C'est ça? Tout à fait. Une position d'autant plus importante dans le cadre de cette loi qui touche au concret de la sécurité du quotidien. Donc, récemment, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, est venu dans votre commission défendre son texte. Et selon lui, pour contrer les rodéos urbains, les rave parties ou l'usage détourné du protoxyde d'azote, les citoyens seraient, je cite, en demande d'un choc d'autorité. Concrètement, que prévoit la loi pour éradiquer notamment les rodéos urbains, les rave parties ou l'usage détourné des protoxydes d'azote? Alors, il faut rappeler la genèse de ce texte. Ce texte, en fait, émane de besoins qui ont été exprimés par nos territoires. À l'époque, donc, c'est Bruno Retailleau qui est au ministère de l'Intérieur, prédécesseur de Laurent Nunez, qui lui-même était préfet de police de Paris. On parle toujours du sentiment d'insécurité des Français, sans trop savoir ce que les uns ou les autres entendent par cela. Et donc nos maires, nos élus locaux, mais aussi nos préfets, nos parquetiers, exprimaient des besoins en termes de sécurité et d'autorité pour rendre plus crédible la parole et l'autorité publique. Donc il leur a été demandé de lister les besoins principaux, les infractions ou comportements ou phénomènes, d'où le terme de phénomène dans riposte, le P de riposte, posaient le plus problème en pratique sur nos territoires. Et donc, parmi ces phénomènes ont été listés notamment les rodéos urbains, dits urbains en fait, rodéos motorisés, mais qui aujourd'hui se déroulent y compris en zone rurale, les rave parties ou free parties, c'est-à-dire celles qui sont organisées hors cadre réglementaire, et l'usage, c'est un vrai problème, un vrai fléau aujourd'hui, l'usage du protoxyde d'azote, mais aussi les tirs de mortier, et notamment contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce que prévoit ce texte? C'est votre question. Une répression accrue. La création pour certains phénomènes donc d'une pénalisation, c'est-à-dire l'instauration de nouveaux délits, comme le protoxyde d'azote par exemple, qui jusqu'à présent est une substance autorisée
entre guillemets, dans la mesure où elle a au départ son usage dans le cadre médical ou culinaire. Et on voit aujourd'hui que nos jeunes, c'est un véritable problème, utilisent le protoxyde d'azote, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à des fins de psychoactives et comme stupéfiant. Et c'est un véritable sujet puisqu'il n'y avait pas de répression pénale adaptée à ces comportements. Donc aujourd'hui, ce texte prévoit la création d'un délit. Au départ, délit d'inhalation et de conduite sous protoxyde d'azote. On a eu un exemple récent avec le Reaper à Rivesaltes qui a été percuté. Oui, voilà. Et donc nous, en commission des lois, puisque je suis rapporteur au sein de la commission des lois, nous avons commis un rapport après 4 mois de travaux sur la répression des rodéos et des raves notamment. Et sur le protoxyde, nous avons rajouté l'interdiction de toute vente à des particuliers, avec donc des sanctions contre ceux qui procéderaient à cette vente, des fermetures administratives de commerce et un tas de dispositions pour encadrer et en amont assécher la vente de produits. L'une des réponses qui est un peu plus visible, hors législation, etc., c'est la réponse apportée, c'est l'élargissement de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'usage notamment de protoxyde d'azote en dehors de l'usage professionnel évidemment, la participation à une rave party ou les rodéos urbains. C'est bien ça ? Oui, donc on a l'audition de Laurent Nunez nous a permis justement d'évoquer le sujet des AFD, ce qu'on appelle. Oui, c'est les amendes forfaitaires délictuelles. Oui. Voilà. Il y aura un débat notamment en séance sur l'effectivité, l'efficacité des AFD. Aujourd'hui, la Cour des comptes vient de rendre un rapport sur le fait que ce n'était pas la panacée. Une AFD, très concrètement, c'est amende forfaitaire délictuelle. Donc c'est à partir du moment où il y a un délit, on a instauré la possibilité de dresser une amende sur le champ vis-à-vis des contrevenants, ou en l'occurrence. Aujourd'hui, elle est de 200 € notamment pour la consommation de stupéfiants. Et le texte la porte à 500. D'accord. Et donc, ces AFD ne sont pas toutes recouvrées, loin de là. Aujourd'hui, on est à 1 sur 2 sur les consommations de stupéfiants, on est plutôt à 20% sur tous les autres AFD. Voilà, tout à fait, c'est ce que donc, nous dit la Cour des comptes. Et le ministre donc, s'est engagé aussi à auditer, expertiser ce système des AFD pour trouver des solutions pour en garantir un meilleur recouvrement. Parce qu'effectivement, les forces de l'ordre nous disent, écoutez, des fois, on nous rit au nez, les contrevenants, les délinquants en l'occurrence, puisqu'ils se rendent coupables d'un délit, nous disent, très bien, vous pouvez dresser l'AFD, de toute façon, je ne la paierai pas. Voilà. Donc on a un véritable sujet. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'une peine est mal exécutée ou qu'on a des difficultés matérielles à exécuter qu'il faut renoncer à la peine elle-même, parce que la peine, elle a une vocation aussi, une dimension dissuasive. Exemple très concret, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison que les peines d'emprisonnement n'ont pas leur utilité. D'accord. Voilà, donc le raisonnement, il est là. Ok. Donc concrètement, effectivement, le texte prévoit une amende forfaitaire de 800 € pour la participation à une rave party, c'est ça, ou à un rodéo urbain, c'est 800 €. C'est bien ça, oui, il me semble. Si vous voulez, on a avec le ministre sur la participation au rave, on a un petit différent. Oui, un petit sujet, c'est-à-dire que le ministre, bon, on a vu ce week-end le Technival de Bourges et tout ce que ça génère comme nuisance. D'organiser, de participer à des raves quand il y a des centaines, des milliers de participants. On voit le résultat là cette semaine, des parcelles agricoles dévastées, des nuisances environnementales, c'est un véritable problème. Le ministre, lui, souhaite délictualiser, c'est-à-dire créer un délit d'organisation, mais aussi un délit de participation. Voilà. Et nous,
De par les travaux que nous avons menés donc, dans le cadre de la commission des lois, nous défendons aujourd'hui, c'était une mission transpartisane que j'ai menée, donc moi les Républicains, une collègue centriste Isabelle Floren et un collègue socialiste, sénateur de l'Hérault, Hussein Bourgi. On en était arrivé à la conclusion qu'il valait mieux contraventionnaliser, c'est-à-dire une amende avec une contravention de 5e classe, une amende de 1 500 € pour les participants, parce que en fait les forces de l'ordre nous disent elles-mêmes, dès lors qu'il y a délit, il y a une procédure qui doit être mise en œuvre. Si la personne refuse qu'on lui dresse une AFD, et avec tous les problèmes que ça peut supposer en pratique, il faut donc embarquer la personne, la mettre en garde à vue, etc. Et donc les forces de l'ordre nous ont dit, les gendarmes nous ont dit, oui, mais concrètement, il n'y a pas les moyens, quoi. Quand il y a 100, 200, 300, 5000 personnes à mettre en garde à vue, c'est pas donc, c'est pour des raisons aussi de commodité, mais le ministre a dit qu'il ne souhaitait pas céder sur ce point, donc nous aurons le débat en séance. Concernant le protoxyde d'azote, je reviens dessus parce qu'à Perpignan, en 2025, les services municipaux ont récupéré pas moins de 7000 bonbonnes de ce gaz donc dit hilarant, qui à la base est utilisé par le milieu médical ou pour faire de la chantilly. Néanmoins, ce texte, donc vous l'avez dit, se base uniquement sur la répression. N'y a-t-il rien à faire sur le volet préventif, par exemple sur les politiques de la ville ? Bien sûr qu'il y a à faire sur le plan préventif. De toute façon, il n'est de bonne répression que s'il y a un volet préventif. Chez nos jeunes aujourd'hui, il y a besoin de... c'est ce qu'on fait, nous d'ailleurs, on introduit aussi une disposition par rapport à la... commerce en ligne, parce qu'en réalité, que ce soit pour les mortiers ou pour le protoxyde d'azote, on aura beau fermer administrativement des commerces physiques, des boutiques, il y a cet approvisionnement massif qui se fait sur les plateformes de vente en ligne, et que ce soit pour le protoxyde ou les mortiers, c'est un véritable problème. Et donc ce texte ne règle pas directement ce problème. Nous avons amendé pour essayer de parfaire le système, le texte dans le sens où déjà on correctionnalise le fait de provoquer à la consommation et de rendre, d'apporter un message positif sur cette consommation de protoxyde, en ce compris tout ce qui a trait à, si vous voulez, aujourd'hui les bonbonnes, elles sont, de par l'usage qui est fait par nos jeunes et de stupéfiants, il y a une forme de... le packaging est adapté, aujourd'hui on a le phénomène des goodies, tout ce qui a trait à cette coloré, communication positive, donc, et on veut rendre plus problématique le fait de faire de la publicité ou du commerce sur ces produits. Le ministre nous oppose que la législation européenne, le droit européen ne permet pas de contrevenir à cette, de limiter cette pratique, parce que ce serait contrevenir à la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre en l'occurrence, mais il s'est engagé, parce que c'est voilà, le véritable sujet c'est celui-là, à démarcher, voir avec ses collègues européens, dans quelle mesure on peut revenir sur cette directive, pour faire en sorte que l'on puisse justement empêcher et interdire le commerce en ligne de ces produits. Nous, on a voté ce texte au Sénat au départ, et donc on maintient notre demande et on sera ferme sur ce point. Donc ça, c'était pour le choc d'autorité. Le ministre a également parlé, je cite, d'un choc d'efficacité, et d'une nécessité d'un choc d'efficacité. Et là, on retrouve notamment la généralisation des mesures de surveillance grâce à des algorithmes sur les caméras, ou à la généralisation ou à la libéralisation de l'usage des drones par les services de police. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? En fait, on s'est aperçu dans le cadre de cette réflexion, et déjà de nos travaux sur les rodéos et les raves, ce que nous disent essentiellement les forces de l'ordre et les préfets, les procureurs, c'est que
le véritable sujet, c'est la détection en amont, c'est-à-dire le sujet, c'est l'investigation. On peut réprimer tout ce qu'on veut, mettre les meilleures dispositions possibles dans un code pénal. Si vous ne savez pas identifier le phénomène en amont avant qu'il se produise, bien sûr, vous allez pouvoir constater l'infraction en flagrant délit, mais encore faut-il savoir où, comment, à quelle heure, qui identifier les personnes contrevenantes ou délinquantes. Et donc le véritable sujet était celui-là. C'est-à-dire que autant pour les rodéos urbains, qui sont souvent sur une courte durée, que pour les raves, difficulté à savoir où ça se passe, quand, qui est responsable, qui a participé, et donc pouvoir appliquer la sanction pénale derrière. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui, de manière très claire, c'est qu'on a des outils technologiques qui ont prouvé leur efficacité en la matière. L'usage des drones, qui est important et qui permet la détection, notamment dans les rodéos urbains, des phénomènes. Et la possibilité du coup d'intervenir très vite en flagrant délit, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'on permet l'utilisation des drones pour la sécurité routière de manière plus globale. La vidéo algorithmique. Pour préciser, aujourd'hui, pour l'usage des drones pour la police ou la gendarmerie, le préfet doit faire un arrêté avant l'usage. Et ce que spécifie la loi, c'est que désormais la police ou la gendarmerie vont pouvoir utiliser les drones et demander un arrêté ou l'usage après l'utilisation du drone, dans l'heure qui suit l'usage, c'est ça? En l'occurrence, c'est une procédure d'urgence que l'on permet, avec effectivement, dès lors qu'on détecte ou on a l'information, pouvoir utiliser le drone et informer très vite l'autorité préfectorale et régulariser et avoir l'autorisation pour 72 heures. Nous, on l'a limité dans le temps en disant, bon, ça couvre quand même 72 heures, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une proportionnalité. On a justement, le rôle de la commission des lois, c'est d'assurer un équilibre entre la limitation des droits et libertés et l'objectif poursuivi, et on l'a fait y compris pour l'usage des drones. Ensuite, il y a la vidéo algorithmique. C'est ça, qui a été utilisée notamment pendant les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et justement, son usage n'a pas été très probant, d'après ce que j'ai compris. Si. Ceux qui en sont les détracteurs nous disent ça. En réalité, l'usage est probant. Ce qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas en France et qu'on ne fera pas, c'est de la reconnaissance faciale. Donc évidemment, tous ceux qui voudraient une efficacité maximale vous disent, mais sans reconnaissance faciale, bon finalement c'est un peu gadget. Non, la vidéo algorithmique aujourd'hui dont on est en train justement de tester les potentialités, et nos voisins européens sont très en avance sur ces sujets, c'est des vidéos qui permettent, des logiciels qui permettent dans la vidéo de détecter des comportements anormaux. Par exemple des manœuvres acrobatiques pour les rodéos urbains. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les machines qui vont détecter l'infraction, et c'est un signalement qui se fait via la vidéo algorithmique, et il y a toujours un agent, un être humain qui vérifie derrière. Donc on permet l'expérimentation justement au-delà, jusqu'en 2000, puisque ça a été autorisé pour les JO, mais donc jusqu'en 2030, pour justement aller au bout de cette expérimentation et d'en découvrir les potentialités, pour dire voilà, ça fonctionne bien, ça ne fonctionne pas, en fonction des logiciels existants, parce que la technologie avance très vite et qu'on n'est qu'au milieu du gué, donc il faut pouvoir savoir de quoi on parle. Pour autant, on n'assure pas une pérennisation, parce qu'on nous dit oui, mais attention, vous êtes en train d'introduire la vidéo algorithmique. On verra. Déjà assurons-nous du potentiel technologique, et cette technologie a déjà prouvé son efficacité. Concernant, je reviens quelques minutes sur les drones, parce que l'autre jour il y a eu une réunion ici sur une réunion sécurité, et justement la municipalité de Perpignan a proposé de financer ces fameux drones pour qu'ils soient utilisés par les policiers nationaux. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un élargissement, une volonté d'élargissement des pouvoirs vers la police municipale. C'est une proposition de loi soutenue par votre parti, les Républicains. N'y a-t-il pas un risque de dérive de la surveillance aux mains des mairies, avec justement entre police municipale, les drones, les usages, etc. Pas un mélange des risques, enfin un mélange des genres avec tous les risques que cela comporte. Le Conseil d'État alerte d'ailleurs justement entre l'élargissement des pouvoirs de police municipale, les textes du projet de loi Riposte. Il dit, je cite, des textes disparates qui manquent de cohérence. Quel est votre avis sur justement cet avertissement du Conseil d'État ?
En fait, dès lors qu'on touche aux droits et libertés, on a toujours des réserves du Conseil d'État, hein, comme on aura certainement des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel. Personne ne peut dire à l'avance exactement où les juges mettront le curseur. Ce qui est sûr, c'est qu'on continue de progresser en la matière et de se rendre compte qu'à un moment donné, l'objectif de sécurité que l'on poursuit, il nécessite une restriction de certains droits et libertés et que on aspire tous à un continuum de sécurité plus efficace. Quand on parle de continuum de sécurité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, les forces de police de dimension nationale, que ce soit la police en zone urbaine ou la gendarmerie, sont en difficulté parce qu'on manque de moyens, d'effectifs et que, effectivement, c'est un vrai problème qui est soulevé par les maires, y compris l'ordre public qui est au départ une compétence régalienne du ressort de l'État, doit être assuré par les maires, et les maires se dotent de plus en plus de police municipale, et pas qu'en ville. On le voit ici dans les Pyrénées-Orientales, la plupart des communes, y compris rurales, ont besoin de se doter d'agents en la matière. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on assure une coopération entre ces forces de police si on veut pouvoir être efficace, mais aussi ne serait-ce que crédible vis-à-vis de ceux qui posent problème par rapport à la loi. Sinon, il suffirait de sortir de la zone urbaine, d'aller en zone rurale et de dire ça y est, je sais que là il n'y a personne. Voilà. Donc le sujet c'est quoi? Les polices municipales, on a fait en sorte, nous, au Sénat, qu'elles soient dotées de davantage de pouvoir, sans contrevenir, attention, parce que il ne faut pas, la police nationale a ses prérogatives et l'autorité du préfet et du procureur de la République doivent être préservées, mais on augmente les pouvoirs de police judiciaire des policiers municipaux pour certaines infractions, pas n'importe lesquelles, mais pour assurer ce continuum de sécurité. Et il en est de même des technologies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut permettre aussi aux polices municipales de profiter, en tout cas de bénéficier de ces technologies pour poursuivre les infractions et faire remonter les images pour la vidéo, les drones, en matière de l'API aussi, c'est dans le texte, la lecture automatisée des plaques d'immatriculation. C'était un vrai besoin, une demande des forces de l'ordre. Et là aussi, il y a un potentiel énorme. La plupart des communes ont de la vidéosurveillance, on sait les véhicules vont et viennent d'une commune à l'autre, il faut pouvoir partager ces informations et c'est ce que permet aussi ce texte. Sur le plateau de nos confrères de Public Sénat, vous avez été interpellé par le maire socialiste de Coulennes dans la Sarthe, Christophe Rouillon, déplorait que pour endiguer le comportement problématique de 0,1% de la population, il faille mettre en danger les libertés publiques de 99,9% de nos concitoyens. Que pensez-vous de cette remarque? Cette remarque, déjà, le chiffre, je ne sais pas. Oui, c'est son chiffre, effectivement. Voilà, d'où il le sort, parce que... oui, c'est difficile de vérifier. Et puis mais personne n'a jamais fait... Vous doutez bien que si ce chiffre était exact, tous les jours, on entendrait parler de cette disproportion. Et donc, on ne peut pas laisser dire que pour 1% de personnes qui ne respectent pas la loi, on limite les libertés de 99%. Mais dans les faits, il n'y a quand même pas non plus beaucoup de personnes qui ne respectent pas la loi. Et par contre, beaucoup de personnes vont être limitées dans leur liberté par rapport à ces infractions. C'est la proportion entre liberté et sécurité qu'on est en train de voir dans ce texte. On est bien d'accord, mais nous sommes élus, a fortiori parlementaires, élus nationaux. Que demandent nos concitoyens? Qu'appellent de leur vœu les gens? Davantage de sécurité. Donc, quand ils demandent davantage de sécurité, on sait que ça passe par une limitation de certains droits et libertés. Mais vous savez, les gens qui respectent la loi, ils ne se posent pas tous les jours la question de savoir quels sont leurs droits et libertés qui ont été limités par tel ou tel texte. Au contraire, ils nous disent c'est bien, nous on n'a pas à se poser de questions, c'est pareil pour la vidéo. La plupart des gens nous disent mais attendez, moi j'ai pas de problème avec ça, puisque par définition je sais que je ne vais pas contrevenir à la loi ou que je ne vais pas poser problème. Donc ça pose problème à qui finalement? Ça pose problème à ceux qui vont se mettre en situation d'être réprimés, ou qui vont cautionner ou considérer comme ceux qui se mettent en situation de contrevenir à la loi
comme des victimes et d'un système, Et moi, je ne peux pas cautionner ce discours, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Je suis d'accord avec ce maire quand il me dit « Attention, il y a le volet prévention ». Évidemment, parce qu'on ne choisit pas quand on se lève le matin systématiquement de contrevenir à la loi. Il y a des conditions sociales, sociétales, des lieux, des endroits dans lesquels on est, des origines. On peut tous avoir été concernés dans sa vie ou sa famille par cette problématique-là. Mais pour autant, qu'est-ce qu'il faut défendre? Il faut défendre le fait de le vivre ensemble, c'est respecter la loi commune. Et la loi commune, eh bien, elle passe par des textes qui ont été adoptés en fonction d'exigences et de besoins qui sont ceux qui sont exprimés par la population. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de sécurité. Le Conseil d'État alerte sur d'autres points, et notamment il revient sur cette mesure qui permet à la police ou à la gendarmerie de rentrer au domicile de quelqu'un sur la base de simples soupçons et en se passant de l'autorisation d'un juge. Une possibilité déjà autorisée, mais seulement sur le territoire de Mayotte, en proie à de graves problèmes d'insécurité. Faut-il en arriver en métropole vers des mesures aussi extrêmes? Cette réserve du Conseil d'État, elle a été entendue par le ministère. Ça a été retiré, ça. Ah, ça a été retiré? Ça y est plus dans le texte. D'accord, ok. Donc la police ne pourra pas venir chez vous sur simple infraction. La réserve était trop forte, il n'y avait pas de proportionnalité suffisante sur ce texte et c'est le gouvernement qui a retiré ce... D'accord, il y avait vraiment un problématique sur ce point-là quand même. Oui, de disproportion, problème une censure potentielle du Conseil constitutionnel, la disposition devait être davantage expertisée. Ouvrir largement l'usage des nouvelles technologies aux forces de sécurité n'ouvre-t-il pas la porte à une société du type 1984 où la vie privée n'existe pas, où l'État peut avoir l'œil sur tout? C'est quand même un danger, c'est quand même un risque. Si le pouvoir politique avait mis cette mesure en place, notamment pour rentrer chez les gens sur un simple soupçon, ça veut dire qu'il y a une intention quand même. Mais le vrai sujet, c'est quoi? On ne rentre pas, là en l'occurrence ça a été retiré, mais l'idée, ce que permet le texte par exemple, c'est de contrôler les coffres, y compris pour les agents de sécurité privée. C'est dans un cadre où il s'est avéré utile de pouvoir y procéder. Voilà. Si vous n'avez rien à vous reprocher, que ce soit votre coffre ou le contrôle d'identité, il n'y a pas de problème. 1984, on en est loin quand même. C'est-à-dire que... Enfin, car il va y avoir des drones au-dessus de nous qui vont pouvoir nous contrôler. Ils vont contrôler des rodéos urbains, mais tout autour aussi. Parce qu'un drone, ça a une grande vue quand même. Mais non, parce que justement, quand il y a une autorisation qui est donnée de survol, par exemple, pour les vidéos algorithmiques, on cherche à identifier certains types de comportements. Et ce sont ces comportements-là qui vont remonter comme étant signalés par l'algorithme pour la vidéo. Bon, pour le drone, c'est pareil, mais de façon embarquée. Pour le lapis, c'est pareil. C'est certaines infractions. C'est pas parce qu'on annonce, oui, oh là, on va utiliser les drones, la vidéo, l'API. Mais attention, le texte pose toujours un cadre en termes de temps, limitation dans le temps, limitation matérielle par rapport aux infractions concernées, et toujours un contrôle et la possibilité de contester. Donc on est loin, nous sommes dans un état de droit, il y a des juges, il y a des recours, il y a des avocats, on est loin de 1984. On ne risque pas la dérive. C'est ça que vous dites? Il faut être prudent et vigilant. C'est ce que nous avons fait à la commission des lois. C'est-à-dire quand nous avons expertisé ce texte, nous avons dit attention, sur tel sujet, sur tel autre, il faut poser des limites, il faut poser un cadre, il faut trouver un juste milieu, sinon ça ne tourne pas, comme on dit dans le jargon, ou en tout cas il y a un risque de censure. Et nous sommes là aussi pour garantir les droits et libertés. Je veux dire, c'est pas parce qu'on poursuit un objectif de sécurité qu'on a forcément une vision négative ou régressive des droits et libertés. Le tout est de trouver l'équilibre. Quel est le calendrier de ce projet? Qui doit le voter et quand pourrait-il entrer en vigueur? Il sera présenté en séance au Sénat du 18 au 20 mai, du lundi 18 au 20 mai, oui c'est ça. Donc le ministre avait annoncé une mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale courant juin pour être adoptée, parce que c'est une procédure accélérée, donc il n'y a qu'une lecture par chaque chambre. Okay. Donc d'abord le Sénat, ensuite l'Assemblée. Ils ont commencé par le Sénat.
pour bénéficier aussi de l'expertise, y compris de la commission des lois, c'est un fait. Et ensuite, donc, il passera à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il nous revienne de l'Assemblée nationale et en fonction, bon, à moins qu'il y ait un vote conforme, mais je pense qu'il y aura des modifications votées par l'Assemblée nationale. Il faudra qu'on ait une commission mixte paritaire pour tomber d'accord sur un texte commun et le faire adopter par les deux chambres. Le ministre souhaitait et espérait que ce texte puisse donc être voté définitivement au mois de juillet pour une entrée en vigueur à la rentrée. Simplement, le calendrier parlementaire est tel que, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si l'Assemblée nationale va examiner ce texte dans les délais requis, je l'espère. Nous avons accéléré pour que ça puisse être fait. Et côté Assemblée nationale, bon, il y a un engorgement de textes. Donc, on nous a dit que peut-être ce serait juste pour le mois de juillet, mais j'espère que le ministre pourra arriver à ses fins par rapport à ce calendrier. Merci beaucoup, Lauriane Josande, pour ces explications concernant le projet de loi Riposte. C'est beaucoup plus clair et j'espère que nos auditeurs et nos lecteurs comprennent un peu mieux ce texte, sa finalité et les procédures qui vont être amenées à être discutées, autant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Je l'espère aussi. Merci à vous en tout cas. Je vous en prie.